Salut et bienvenue sur Anakaland. The Last of Us a-t-il été trahi par ses showrunners? Neil Druckmann et Craig Mazin ont détruit la franchise dans le cœur des fans. C'est ce qu'on a pu lire ces derniers temps dans les médias spécialisés et sur les réseaux genre Twitter ou encore TikTok. Et même en commentaire de mes reviews sur ce dernier, certains se sont plaints avec raison de l'absence d'action, d'infectés et d'enjeux dans cette première saison. Je vous propose donc une vidéo dans laquelle je poserai plutôt les questions suivantes. Et si Neil Druckmann avait trahi le premier jeu et surtout son héroïne, Ellie? Et si son nouvel acolyte, Craig Mazin, nous avait fait avaler cette réécriture grâce à son immense talent de cinéaste? Pour répondre à ces questions, je vous propose un bilan de la saison 1 de The Last of Us, notamment au travers des propos tenus directement par ses créateurs dans les vidéos Inside the Episode, disponibles sur la chaîne HBO Max et qui sont sortis à la suite de chacun d'entre eux. Le lien est dans la description. Dans ces petits making-of, chaque semaine, on y découvre notamment les créateurs de la série, Neil Druckmann et Craig Mazin, qui nous expliquent leurs choix créatifs pour cette première saison. Et on y découvre également de beaux moments d'enfumage entre auto-congratulation et égocentrisme. On comprend bien vite que leur volonté n'était pas vraiment de respecter leurs personnages principaux, Joel, mais surtout Ellie. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai énormément apprécié la série, et que c'est probablement l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo, en film ou en série à ce jour. Toutefois, il y a vraiment eu plusieurs passages qui ne font pas sens pour un fan du jeu tel que moi. Et surtout, la première saison a vraiment laissé un goût d'inachevé et de manque. Aussi, je ne parlerai pas ici des diverses influences woke et autres corrections de personnages de la série, car malheureusement c'est le monde de la pop culture dans laquelle on vit aujourd'hui, et car c'est déjà plus ou moins établi que Neil Druckmann est très sensible au thème de l'inclusivité, de la tolérance et bien d'autres, principalement quand on joue au second volet et qu'on y fait la rencontre d'Abby entre autres. Dans cette vidéo, je vais également spoiler la première saison et le premier jeu pour illustrer les changements les plus marquants. Et dans une seconde partie de vidéo, je vais beaucoup, spoiler le second jeu, ce que je n'avais pas fait dans mes reviews ne souhaitant pas gâcher la surprise pour ceux qui ont évité les spoils jusque-là. Mais là, pour cette vidéo, je n'aurai pas le choix pour bien faire comprendre mon point de vue sur le traitement totalement différent d'Ellie dans la série. Alors sans plus tarder, abonne-toi et partage la vidéo, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de montrer ton soutien. Et n'hésite pas à me donner ton avis sur cette première saison, que tu aies joué au jeu ou non, bien sûr. La première question qui se pose est évidemment le nombre d'épisodes pour traiter du premier jeu, seulement 9 malgré la richesse de la version vidéoludique. Alors que là, les annonces se multiplient pour dire que la suite sera adaptée en au moins 2 saisons, voire plus. Ce qui peut certes se comprendre au vu de la narration en parallèle du second jeu, mais le premier aurait largement bénéficié d'un traitement plus minutieux et mieux rythmé, comme j'en ai déjà parlé dans ma toute première review de la série. Je vous invite à aller la voir si ça vous dit. Alors que certains épisodes sont lents et ennuyeux à souhait, d'autres avancent bien trop vite sur des éléments clés de la relation des personnages ou sur le développement du lore. Ici, je ne parle bien sûr pas de l'épisode 3 car quand un épisode développe un élément pour le transcender et en faire quelque chose de bien mieux, on ne va pas se plaindre. Et cet épisode, bien qu'il en ait dérangé plus d'un, reste un des meilleurs de la série à ce jour. On peut donc légitimement se demander pourquoi ils ont fait le choix de vite passer sur les événements du premier jeu pour ensuite prendre leur temps de traiter avec soin les événements du second. Si ce n'est effectivement que Neil Druckmann voulait se dépêcher de passer sur la partie qu'il avait coécrite avec son partenaire de l'époque, afin d'arriver à la partie qu'il avait lui-même écrite tout seul concernant son univers et d'y apporter sa vision unique. Dans cette vidéo, je vais donc me faire un plaisir de vous ressortir quelques passages des making-of dont j'ai parlé plus tôt, pour essayer de démontrer que la direction choisie par Neil Druckmann et Craig Mazin a pour objectif de rejoindre à grands pas le propos de la partie 2 et donc de trahir l'écriture de la jeune Ellie. Tout d'abord, pour bien imager ce que je dis concernant les propos des showrunners de la série, regardez ça. We think of it as our cold episode. That one was really cold. And it needed to be, because the episode in many ways is about deprivation. Craig Mazin semble dire que l'idée du froid et de la tempête de neige sont originales dans la série, qu'ils avaient besoin de cet ajout pour coller à leurs propos. Alors que non, dans le jeu c'est même encore pire. La tempête de neige est bien plus violente et Joel n'y voit pas à plus de quelques mètres quand il fait la chasse au cannibale de David. Et plus tôt dans la série, dans le Inside de l'épisode 2, Neil parle justement des modifications entre le jeu et la série. My philosophy on this show has always been, when should we deviate and when should we come back? If it's better, we deviate. And that's one of those changes that we made from the game to the show. In the game, it was the military chasing us, but we felt like, just again, the way it was playing out, we couldn't sustain that. And I believe it's actually more dramatic and kind of interesting than what happens in the game. Bon, ok, dans le cas précis dont il parle, c'est mieux. Tellement mieux que le danger dans cet épisode vienne des infectés et non pas de simples soldats random. Mais ensuite, c'est complètement abandonné. C'est simple, on ne croise presque plus d'infectés de la saison, à part avec le raz-de-marée de l'épisode 5. En plus, cet épisode 2 introduit le changement majeur fait concernant le cordyceps. One of the changes that Neil and I felt we needed to make early on was the way the fungus would spread.
La disparition des spores au profit d'une connexion micellaire entre les infectés et le champignon dans le sol. Mais c'est pareil, ce n'est absolument pas utilisé plus tard. Donc oui, un changement qui aurait pu s'avérer extrêmement utile visuellement et très intéressant en termes de narration, d'instauration du danger permanent. Mais au contraire, on ne ressent plus jamais le danger provenant des claqueurs et associés dans la série. La série nous fait aussi plusieurs autres propositions très intéressantes, mais qui ne durent généralement qu'un petit épisode et ne sont pas vraiment exploitées, comme les crises d'angoisse de Joel dans l'épisode 6. He can't breathe, his chest hurts. It's a combination of his age, but also all the events that have just happened. Are you dying? And his connection to Ellie. He's just so scared. C'était une excellente idée de fragiliser le personnage de Joel, mais juste après, c'est bon, il est guéri et c'est fini. Encore une fois, un bon moyen de faire grandir leur amour respectif, qui n'est pas exploité à sa juste valeur dans la série, car comme il le dit lui-même, And what Joel doesn't know how to tell her is she makes him more afraid. That when you care about something or someone, that's when the fear happens. alors pourquoi on ne le ressent pas autant dans la série? On ne s'attache pas à eux, pas vraiment, et par conséquent, on n'a pas peur non plus. J'ai posé la question sur les réseaux, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre, et majoritairement, personne ne ressent le même attachement dans la série que dans le jeu. De plus, dans ce même Inside, ils essaient de nous convaincre que la scène du journal intime est aussi bonne que celle du jeu, alors que si c'était le cas, ils n'auraient pas eu besoin d'insister autant. I've lost people too. You have no idea what loss is. And that scene is perhaps the most famous scene from the game. We did it almost exactly. We changed a few things here and there. The general execution of it was something that I thought was important we stick to exactly. And they made it their own, and it's just as beautiful. Et concernant d'autres changements majeurs qui n'ont pas eu l'impact souhaité, je pense notamment à la surdité de Sam. Craig would always call me. He's like, okay, I've been thinking about Sam, and hear me out. I know it's a big change, but what if he were deaf? And I said, that's so good, it makes me upset that I didn't think about it. Sam est sourd, super idée. Il s'auto-congratule d'une bonne idée, mais il ne l'exploite pas en vrai. À aucun moment sa surdité n'est un véritable enjeu. Perso, je suis un grand fan de la langue des signes. J'ai toujours adoré savoir communiquer dans cette langue, donc du point de vue de la série, c'est un bon point, sans parler de l'inclusivité et tout ça. Mais l'enjeu qui aurait pu en découler est totalement absent. Imaginez une séquence avec des claqueurs et lui qui ne les entend pas. Si seulement on avait eu droit à une petite séquence d'infiltration comme dans le jeu, avec des claqueurs que Sam n'aurait pas entendu, provoquant ainsi une attaque ou autre. Mais non, on a juste un gentil garçon, tout mimi, qui communique en langue des signes, et qui de fait dans la tête des scénaristes serait plus faible et donc dépendant de son grand frère. Mais à aucun moment sa surdité n'est un enjeu dans la survie du garçon ou du groupe. Même lors de l'arrivée de Kathleen, ce n'est pas exploité étant donné qu'il est toujours collé à son frère, qui lui entend pour deux. De plus, dans l'épisode 5, ils vendent un peu la mèche du final de la saison dans cette construction de l'épisode. How many people will you sacrifice? How many people will you burn to protect the one you love? These are decisions that love makes, not rationality. On a donc déjà vu ce choix difficile, sauver l'être aimé ou faire la chose juste, et donc ça casse un peu le choc du grand final. De plus, il se justifie sur l'absence des infectés, disant que ce n'est pas un jeu et donc pas de séquence de gameplay. For a show that has monsters in it, we don't have a lot of monsters, because there's no gameplay when you're watching a show. Et quand on sait que le costume du colosse a coûté 565 000 livres, soit largement plus d'un demi-million d'euros, c'est une fortune pour seulement quelques petites secondes d'écran à peine. Espérons qu'ils vont le réemployer pour la suite à ce prix-là, mais rien n'est sûr, déjà que tout le côté angoissant de ce monstre repose sur sa capacité à jeter des spores qui ont disparu dans la série. Donc à part dominer physiquement les humains pour leur arracher la tête, il n'a plus vraiment l'impact du jeu. Et l'excuse du gameplay n'en est pas réellement une, il pouvait largement retranscrire des séquences d'action avec les infectés tout en ayant une continuité dans la narration. Tout comme ils l'ont fait dans le passage du musée, et ça aurait même donné plus de punch à la série, souvent trop molle. Et en plus, ils osent dire maintenant que les spores seront peut-être réintroduits dans la suite et que les infectés seront aussi plus présents dans les saisons suivantes. Donc pour moi, c'est réellement du foutage de gueule. Ils savaient que les infectés représentaient le noyau de leur univers, mais ils l'ont volontairement mis de côté dans la première saison pour tenter de développer certains personnages secondaires. Ce qui n'était pas toujours une réussite, rappelez-vous Kathleen, pas crédible et sans saveur. Et surtout afin d'avancer au plus vite pour traiter de la quête de vengeance d'Ellie et la violence inhérente aux personnages qu'ils nous ont martelé durant toute la saison. When Ellie watches him beating a man to death, she is activated. Ellie doesn't cry. Ellie likes it. These two were meant to be together, but look out. Ellie, who has found a gun, walks out and saves Joel through an act of violence. And you can see how quickly Ellie just wipes those tears away and pretends nothing happened at all because she's just like him. Et encore un peu de violence. No! No! Where Ellie turns dark and violent. Violent. David says something to her that's absolutely true. He says, "You have a violent heart." Neil and I talked about quite a bit
It's not in the game, that line. As much as we love her, we also have to be a little scared of her. Alors que c'est surtout pour survivre qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'être violente. Pas par plaisir, jamais. Par exemple, quand elle tue son premier type pour sauver Joel, elle est bien plus traumatisée dans le jeu que dans la série. Et y a pas photo même, je dirais. Et il ne faut pas oublier que son objectif est de sauver l'humanité et qu'elle est prête à donner sa vie pour ça. Et si tout du long elle se doit de survivre, ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour cette même humanité. We finished what we started. Car sans elle, pas de vaccin. Et ce qu'on ne voit pas beaucoup dans cette première saison, et qui aurait fait un bien meilleur ajout que certains, c'est que cela aurait été génial de la voir se questionner sur le sort de l'humanité. Dans la série, le plus grand danger sont les humains. Donc pourquoi ne la verrait-on pas remettre en question leur droit à survivre grâce à son sacrifice? Les humains qu'elle rencontre sont pour la plupart des monstres, et elle serait en droit de leur dire d'aller se faire voir, et qu'elle ne les sauvera pas. Mais finalement se rappeler qu'au milieu de cette humanité pourrie, il reste des gens comme Sam, ou les habitants de Jackson, qui eux sont innocents. Mais non, cela aurait probablement trop humanisé Ellie, et c'est contraire au choix qu'ils ont fait pour la série. In the end, the only person who can save Ellie is Ellie. And how? Violence. Violence, encore. Ils le martèlent à tout bout de champ. Il est donc clair qu'ils veulent faire d'Ellie un personnage violent pour rattraper ce qu'en a fait Neil Druckmann dans le second jeu, et ils nous le teasent même. It scars her in a way that forever changes her. At the end of this story, you can see something snap in her, and the question is it permanent, or can she find her way back? Et le comble, c'est quand lors de l'épisode 4, il parle de Kathleen. I love humanizing villains. Ouais, mais Ellie et Joel, pas tant que ça. Et cela fait un lien avec la conversation entre Ellie et David, qui est censé être le pire des monstres, j'en ai déjà parlé dans ma review, mais dans la série, ils ont choisi d'en faire un mec qui n'avait pas d'autre choix que de faire des choses monstrueuses. Comme ils le disent, ils tentent de l'humaniser, alors que tout l'intérêt de cette séquence dans le jeu, c'était qu'Ellie comprenait enfin que la vraie monstruosité n'est pas le champignon, mais les hommes. Ce que Joel tente de lui faire comprendre depuis le début, et là, elle pige enfin. Mais dans l'épisode 8 de la série, c'est Ellie qui est violente et qui se défend de manière presque disproportionnée. Et je suis sûr que certains ont pensé que David n'était pas si méchant et qu'il avait fait ce qu'il avait pu. Les pauvres, ils avaient faim, morts de rire. Et pour couronner le tout, ils en ont fait un homme de religion, comme si cela ne suffisait pas. Le monstre inhumain est maintenant excusé par ses croyances. Et concernant l'épisode final, ils ont choisi de nous présenter la mère d'Ellie et d'étendre le lore de la série, ce qui est clairement une bonne idée. En plus, on découvre comment Ellie a acquis son immunité, ce qui est un énorme plus. Et en sous-texte, dans ce que dit Craig Mazin, on comprend que la Ellie de la série n'est pas la même que celle du jeu. By this point, watching the series, if you've played the game, you have a new Ellie in your mind. Ils le disent et le redisent d'épisode en épisode au cas où on n'aurait pas compris, et ils l'assument. Mais par contre, ce qui manque vraiment dans cet épisode, c'est la séquence des tunnels et de la noyade. Entre Ellie qui ne sait pas nager mais avance coûte que coûte, pour finir par se noyer sous les yeux impuissants de Joel. J'en ai déjà parlé dans la review également, mais les enjeux et les émotions de cette séquence sont ouf. D'un côté, on a Ellie et Joel qui doivent collaborer et s'entraider pour survivre, et à la fin, Ellie se noie à seulement quelques rues de leur destination finale. Joel vit donc un énorme ascenseur émotionnel dans ce passage, quand il pense que Ellie est morte et qu'il se fait assommer et capturer par les Lucioles. C'était quand même bien plus sympa et intéressant qu'une pauvre grenade flash, et on n'en parle plus. Et là encore, l'excuse du gameplay n'a pas lieu d'être, étant donné que ce passage du jeu est extrêmement scripté, et cela n'aurait donc pas été difficile à retranscrire dans la série. Mais non, car dans ce cas, on aurait peut-être pu s'en faire pour eux, et on aurait fini par les apprécier. Donc Neil Druckmann a gagné son duel face à son œuvre d'origine, et de toute façon c'est la sienne, donc il en fait et fera ce qu'il veut. En plus, c'est un génie donc... It's why Neil is a genius, and it's why I wanted to make the show in the first place. Que dire de plus? Sauf qu'il a bafoué les fans de la franchise pour dénaturer l'essence du jeu, en faisant de ses personnages des warriors badass qui survolent le danger et pour qui on ne s'est jamais vraiment inquiété. Et le pire du pire, c'est d'avoir fait d'Ellie, si tôt dans l'histoire, une tueuse violente et vulgaire. Après, moi perso, je ne suis pas de ceux qui trouvent que la vulgarité de la Ellie de Bella Ramsey soit contradictoire avec celle de Ellie dans le jeu. Car la jeune femme l'est déjà pas mal dans ce dernier, mais c'est vrai que son côté mignon et candide s'estompe un peu dans la série. Et ajouter à ça la violence et son obsession pour celle-ci, ça la rend beaucoup plus antipathique, ou en tout cas beaucoup moins attachante. Mais évidemment, ça colle avec ce qu'elle va devenir. Voilà, donc avec tous ces petits éléments mis bout à bout, je me pose vraiment la question de si oui ou non, Neil Druckmann avait prévu depuis le début de faire d'Ellie un monstre, afin d'en faire la méchante dans la suite. Rien n'est sûr évidemment, mais la question se pose clairement. Et quand on écoute Craig Mazin, qui a un peu plus de latitude pour s'exprimer sur le sujet, on a vraiment l'impression que c'était la consigne déjà au premier épisode. Car à aucun moment dans le jeu, je n'ai eu la sensation que c'était Joel qui tirait Ellie du côté obscur, mais plutôt l'inverse. Ellie qui était la rédemption de Joel, ce qui faisait une grande part de l'ironie de la chute du premier jeu. Bref, avant de passer à la partie spoiler et pour détendre un peu l'atmosphère, je voudrais aussi partager ce petit moment d'inattention de Bella Ramsey. Riley is Ellie's only friend, really, in the QZ zone. Donc, Quarantine Zone. À croire qu'elle n'avait pas tout compris à la série, mais c'est mignon.
Et maintenant je vais spoiler The Last of Us Part 2 et de fait la suite de la série, donc à vous de voir si vous souhaitez continuer la vidéo, sinon vous pouvez passer à la fin grâce au chapitrage. Finalement, après tout ce que je vous ai montré sur les changements d'Ellie, sa transformation sera d'autant plus évidente pour la saison 2, mais surtout moins choquante ou dérangeante. Car le jeu qui commence par la mort brutale et injuste de Joel est un énorme trauma, pour nous comme pour Ellie. Et alors que la jeune femme âgée de 19 ans est inconsolable, elle part dans une quête absurde de vengeance. Je dis absurde car oui, j'ai fini le jeu et j'en connais la finalité, mais au début de celui-ci, on est sur le cul quand cette meuf random, Abby, et ses copains lui défoncent le crâne à coups de club de golf. Et donc Tommy puis Ellie partent à Seattle pour retrouver ses tueurs. Et tout le deuxième jeu devient alors un questionnement sur le sens de la violence et de la vengeance, car c'est également par vengeance que ces cons s'en sont pris à Joel, en réponse à la fin de la première saison, car ils étaient autrefois des lucioles. Mais déjà là on nous a pas vraiment présenté Joel comme un mec bien, ou en tout cas attachant, donc pas sûr que sa mort soit si bouleversante au début de la saison 2. Et donc dans cette suite, Ellie, bien que le personnage principal, n'est pas l'héroïne de l'histoire. C'est la méchante qui perpétue le cercle de la vengeance en poursuivant Abby. Abby qui elle est une victime, elle a perdu son père, le chirurgien qui meurt à la fin, tué par Joel. De plus, Abby est clairement représentée comme une héroïne, elle s'émancipe de l'autorité de son groupe pour combattre une méchante secte et sauver 2 fillettes pendant qu'Ellie fait un carnage. C'est très simple, par exemple moi-même j'ai lâché le second jeu au moment où on passe à Abby, car c'était trop perturbant d'avoir fait tant de mal en incarnant Ellie, et puis de nous présenter les méchants que l'on a poursuivis pendant 3 jours comme des gens bien. Certes, c'était brillant en termes de twist et de narration, mais c'était un peu trop douloureux pour moi. J'ai bien évidemment repris le jeu un peu plus tard, après avoir fait mon deuil de cette situation. Mais je me suis vraiment fait avoir à ce moment-là, surtout que juste après avoir tué un chien pour se défendre avec Ellie, on le retrouve quand on incarne Abby et on lui jette la baballe. C'était le coup de grâce, et c'est là que j'ai lâché l'affaire. Sachant que le coup de la femme enceinte, c'était pas mal aussi. Bref, que dire de plus? Cette trahison envers les joueurs était très efficace dans le second jeu, mais là dans la série, elle est à la fois beaucoup trop annoncée, ce qui va donc faire retomber la tension de ce moment, et surtout c'est beaucoup trop tôt. Dans le premier jeu, Ellie est une gentille fille qui voulait sauver le monde avec son immunité, et cela dure même après qu'elle ait appris la vérité de Joel, elle est brisée par le mensonge de son père adoptif. Mais elle l'aime et le comprend malgré tout, et leur dispute n'étant pas réglée quand il meurt, cela la pousse toujours plus loin sur la mauvaise pente. Voilà, il y a donc bien eu trahison, mais d'après moi, on n'en est pas au point de la destruction. Cette série reste excellente pour les nouveaux venus dans l'univers. Je conclurai donc en disant qu'étant donné que dans la série on a déjà une Ellie violente et dangereuse à 14 ans, je pense que ça prouve bien que le personnage que Neil Druckmann affectionne vraiment n'est pas son héroïne, mais bien Abby. Est-ce que cela constitue une vraie trahison de l'esprit du jeu? À vous de répondre à ça en commentaire, mais je suis toutefois très inquiet pour la suite. Il semble aussi bien plus investi dans l'adaptation de la partie 2. Celle-ci sera plus longue et on y verra plus d'infectés. Donc en gros tous les défauts que l'on a pu trouver à cette première saison seront apparemment corrigés pour faire de Abby le nouveau personnage principal de la série, ou en tout cas la nouvelle héroïne. Espérons donc que l'action fera son retour dans l'univers de The Last of Us pour les prochaines saisons, ainsi que les claqueurs bien évidemment. La série reviendra apparemment sur nos écrans en 2024, mais rien n'est sûr étant donné que la production n'a pas encore débuté, mais croisons les doigts. Je finirai donc en disant que cette série est très bonne sur ce qu'elle a décidé de nous raconter, mais elle n'est pas vraiment une adaptation fidèle de l'univers, ou en tout cas de ce qu'on en a découvert il y a maintenant 10 ans sur PS3. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé de voir la série sous un jour quelque peu différent, ou peut-être étiez-vous déjà convaincu. Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt sur Anakaland. Bye.